Merci beaucoup, Bonjour. bonjour à Voilà. tous. Merci de nous rejoindre pour le webinaire pour vous présenter notre démarche sur les trames des milieux humides, leur façon, notre façon de les mesurer et de les intégrer d'un point de vue opérationnel. Euh, je me présente, je m'appelle Tanguy Lucas, je suis directeur scientifique du projet Trame écologique urbaine qui a débuté en 2023 et qui s'est matérialisé d'abord par une conception d'un indicateur sur les trames vertes. Et aujourd'hui, on est réunis pour discuter plutôt d'une nouvelle approche qu'on a développée sur les trames des milieux humides. Et bonjour à tous. Donc Hervé Moal, cofondateur de Harpas Trans, et donc qui travaille avec Tanguy l'année dernière sur ce projet qui a donc démarré il y a 3 ans avec les entités partenaires. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'organiser rapidement sur une présentation de Gondwana, qui est notre activité qui est en charge des questions de biodiversité au sein de Harpas Trans. Vous présenter rapidement le partenariat qui nous a permis d'élaborer et de tester des approches et de nouvelles approches des trames, en particulier les trames milieu humide en milieu urbain. Ensuite, Tanguy vous présentera à la fois les enjeux de ces milieux humides et des trames de milieux humides dans une commune urbaine et la démarche que nous avons développée sur ce sujet. Et ensuite, avec Tanguy, nous vous présenterons en cinquième partie les premières applications que nous avons fait de cette approche de trame milieu humide. Et puis, nous répondrons aux questions à ce sujet. N'hésitez pas à poser déjà vos questions au sein Le chat. dans le chat. Ceci permettra à Zoé et à Tanguy de préparer les questions et que nous puissions vous répondre sur les questions à ce sujet. Présentation rapidement de Gondana. Donc, Gondana fait partie de Harpas Trans. Harpas Trans est une société de conseil des bureaux d'études de 90 consultants. Nous avons 4 métiers de base et de prestations avec nos clients. Un premier métier qui est sur la programmation et l'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets immobiliers ou urbanistiques ou de territoire. Nous avons donc après une deuxième activité qui est tout ce qui est aménagement des espaces de travail, donc workplace design et expérience, qui traite des aménagements des espaces de travail, de commerce, de loisirs au sein pour nos clients. Et puis, troisième activité, une activité qui a trait à tout ce qui est stratégie durable et transition en particulier donc sur les questions de carbone, de changement climatique, de résilience et de certification en termes de bâtiments et de projets immobiliers et de quartiers, et l'activité Gondana qui est sur la biodiversité et paysage. Sur l'activité Gondana, donc 20 consultants, nous avons 3 dirigés par Martin Sénéchal. Nous avons 3 métiers de base qui sont tout ce qui concerne les questions de stratégie et de biodiversité. Donc, tout ce qui est autour de la taxonomie européenne, des CSRD, des indicateurs de biodiversité, d'études de connectivité écologique. Nous avons une activité d'AMO projet en termes de biodiversité, en particulier dans le cadre des démarches entraînant des volets faune-flore, avec des équipes de naturalistes faisant des opérations sur le terrain et des opérations aussi de certification de label, biodiversité, EFI-Nature et éco-jardin. Et enfin, une troisième activité qui est une activité de génie écologique, avec en particulier les questions de cartographie des trames, de gestion d'infrastructures vertes de renaturation et d'études paysagères. Nous avons bien sûr, donc vous trouverez ci-joint 4 références parmi les multiples références que nous avons en matière de milieu humide, avec aujourd'hui euh, essentiellement des actions qui ont trait au volet faune-flore et aux mesures soit de compensation
soit d'anticipation de questions liées à l'existence dans les projets de milieux humides, mais nous avons aussi, en particulier par exemple au niveau des Jeux olympiques, mené des actions sur ce sujet pour être mené des actions exemplaires dans ce domaine. Et ce que nous vous présentons est à la fois attrait, et Tanguy le présentera à la fin, aux démarches éviter, réduire et compenser liées au milieu humide, mais aussi, nous pensons de manière plus générale, la possibilité pour les villes de pouvoir développer des approches milieu humide et ou dans les projets ou dans la gestion des actifs immobiliers ou des sites immobiliers, de pouvoir anticiper et promouvoir des actions favorisant le maintien et le développement des milieux humides. Voilà, donc le travail que vous verrez est un travail qui est un travail maintenant opérationnel, mais qui est issu d'un travail que nous menons depuis 3 ans avec des partenaires sur la définition et la capacité à élaborer pour des villes et pour des quartiers et pour des sites immobiliers, de pouvoir avoir des approches efficaces, simples et à coût raisonnable pour pouvoir prioriser, définir des zones à intérêt en termes de tram dans les villes et dans les milieux périurbains, et aussi l'importance que peut avoir un site ou un quartier par rapport aux questions de tram. Et ce travail a été fait en partenariat donc avec l'ARB, l'Agence régionale de biodiversité, 5 villes partenaires: Aulnay, Gennevilliers, Saint-Germain-en-Laye, Chaville et la communauté de communes de Marly-Gondoire, et aussi CDC Habitat qui a souhaité se joindre à ce partenariat. Et en particulier, vous verrez, nous avons travaillé sur la notion de diagnostic de connectivité écologique sur un site. Et ce travail a été validé avec l'Université de la Sorbonne, avec l'Université de Lyon, le Muséum, de manière à offrir et à garantir des prestations qui sont résilientes en termes scientifiques. Et les démarches que vous avez vues ont été conçues et testées avec ces 5 partenaires qui ont l'avantage à la fois d'avoir des diversités, vous avez Marne-et-Gondoire ou comment dire, Saint-Germain, qui sont très verts ou très forestiers. Et puis vous avez des villes qui sont plus urbanisées et plus denses en matière d'urbanisme, comme Aulnay ou Gennevilliers, Chaville étant un mix entre les deux. Donc c'est avec ces 5 villes partenaires. Je tiens absolument à remercier comment dire, partenaires qui, comment dire, nous ont aidés, nous ont conseillés, nous ont validé les travaux que nous menons. Et je tiens aussi, mais je le referai à un autre moment, nous tenons aussi à remercier la SNPN qui nous a fourni des données de mares dans le cadre de cette étude, qui nous a permis donc de compléter nos cartographies en intégrant, j'en parle d'autant plus que nous rentrons dans les périodes de festivités sur les zones humides, et dans lequel la SNPN joue un rôle important. Voilà, donc ben, je vais, Tanguy, te laisser la parole pour que tu nous explicites les enjeux des trames milieu humide et la méthodologie que nous avons développée sur ce sujet, en vous remerciant. Merci Hervé pour cette introduction sur à la fois la présentation de Gondwana et la présentation du partenariat de recherche. Euh, C'est peut-être un petit peu bateau sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais il nous semblait important de revenir sur l'eau qui est intrinsèquement liée au milieu humide et qui est aussi intrinsèquement liée à la présence de la vie sur Terre, puisque c'est un des éléments qui est le plus présent sur Terre. On parle souvent de la Terre comme de la planète bleue. Elle est très présente dans le corps humain et dans beaucoup d'êtres vivants. Et elle est aussi fortement liée finalement à nos modes de vie et à l'implantation qu'ont eu les villes, puisque la plupart des installations humaines se sont jadis installées au bord de fleuves ou au bord de cours d'eau. Là,
On voit l'exemple de la ville de Paris qui s'est implantée au bord du fleuve de la Seine pour des multiples installations. Et finalement, l'importance de l'eau, euh, elle n'est pas que importante pour les sociétés humaines, elle l'est aussi pour la biodiversité et les êtres vivants. Et les milieux humides qui sont fortement caractérisés par la présence d'eau, qu'elle soit permanente ou temporaire, est très importante. Et ces milieux sont particulièrement riches en biodiversité. Alors, il y a l'exemple des zones Ramsar qui sont très connues comme la Camargue ou la baie de Somme ou le parc des Everglades aux États-Unis. C'est des milieux qui sont foisonnants de vie, d'espèces endémiques et d'interactions qui sont très fortes. En France, on a par exemple 30% du territoire hexagonal qui est propice à la présence de zones humides d'après l'OFB en 2023. Donc finalement, ça représente une grande proportion, ça peut représenter une grande proportion du territoire et des enjeux très importants. Pourtant, malgré cette importance pour la biodiversité, les milieux humides et le milieu urbain n'ont pas été, on va dire, dans une relation d'amour pendant très longtemps, puisque les milieux humides ont souvent été perçus comme des milieux insalubres ou sales lorsqu'on parle finalement de marais ou de marécages, peut-être souvent aussi lié à des perceptions sur la présence des moustiques. Et donc, il y a eu des grandes politiques en France depuis très longtemps que ce soit au Moyen Âge ou au XXe siècle, sur l'éradication, l'assèchement de ces milieux pour permettre l'urbanisation, l'installation de sociétés humaines ou d'implantations industrielles. On a aussi typiquement les exemples des cours d'eau qui ont été enterrés dans beaucoup de villes cloisonnées et dont on se rend compte aujourd'hui que ça serait une bonne solution de les faire euh, réémerger, de les faire découvrir pour profiter de nombreux services qu'ils peuvent nous apporter. En effet, les milieux humides et les milieux liés à l'eau peuvent fournir de nombreux services et leur importance a été assez notoire quand on a découvert ce qui s'est passé lors des événements de Valence. En effet, des grandes pluies peuvent générer des crues énormes, particulièrement sur des zones qui sont fortement artificialisées ou imperméabilisées. Et en effet, des zones d'expansion de crues peuvent fournir d'énormes services de décrètement des crues. Les milieux humides peuvent aussi fournir beaucoup d'autres services comme reconstituer les réserves d'eau potable, filtrer les résidus et améliorer la qualité de l'eau, améliorer aussi la qualité de l'air, favoriser le bien-être par l'aspect biophilique qu'ils peuvent apporter, limiter l'érosion du sol si de la plantation végétale est implantée sur des prairies, euh, et également permettre le stockage de carbone. Enfin, finalement, ces milieux, comme on l'a évoqué en introduction, étant donné qu'ils sont riches en biodiversité, les implanter en milieu urbain peut permettre de supporter la biodiversité. Et finalement, outre ces services, en fait, on sait déjà comment les implanter dans les milieux urbains et de nombreuses solutions existent, comme les noues paysagères ou l'implantation d'étangs ou la création de mares, qui donc fournissent ces services. En effet, comme on l'a évoqué, ces nouveaux lieux, ces milieux humides, ils sont le support d'une biodiversité urbaine qui est un peu plus rare que la biodiversité, on va dire, ordinaire qu'on trouve en ville, euh, mais qui est très importante et qu'on va trouver de manière plutôt périurbaine dans certains étangs ou dans des berges des milieux humides. On pense par exemple aux hérons cendrés qu'on voit là, ou l'alite accoucheur, le crapaud commun et certains insectes volants. Ces milieux humides et ces espèces qui les colonisent et qui les habitent, ils ont besoin d'aspects, on va dire, beaucoup plus spécifiques que la biodiversité urbaine pour survivre et se déplacer. Ils ont besoin, en effet, souvent d'une alternance entre des zones qui sont plutôt terrestres et des zones qui sont plutôt aquatiques. Ils ont besoin de ces éléments pour accomplir leurs différents cycles de vie, se déplacer, se nourrir. Et en fait, toutes ces composantes paysagères, elles sont souvent regroupées sous les concepts de trame ou de continuité écologique
qui correspondent en fait à la façon dont le paysage, qu'il soit urbain ou non urbain, de faciliter les déplacements de ces espèces. En ville, beaucoup de composantes peuvent permettre justement de faciliter le déplacement de ces espèces des milieux humides. On pense naturellement aux prairies et forêts humides, aux mares et étangs, aux cours d'eau et aux berges. Et ces éléments-là, il faut les implanter de manière stratégique pour permettre ces déplacements vis-à-vis de la matrice urbaine qui, là, peut être définie par les zones bâties et qui, elles, ont plutôt un effet de ralentissement ou de frein sur ces déplacements ou d'accroissement du risque de mortalité pour les populations qui habitent les milieux humides. Finalement, intégrer tous ces éléments-là, c'est aussi pour les villes développer la transparence écologique, diminuer l'impact du tissu urbain et périurbain, offrir des habitats de qualité, fournir un appui aux trames régionales, donc sortir uniquement du contexte de la collectivité et s'intégrer dans quelque chose de beaucoup plus large, et d'améliorer aussi la coexistence entre les humains et les non-humains dans la ville. Alors, après avoir fait une rapide introduction sur les trames des milieux humides et pourquoi est-ce que ces milieux sont hyper importants de manière générale, je vais vous présenter la nouvelle approche qu'on a développée chez Arpastrans sur vraiment la conception de l'indicateur. On a utilisé un logiciel qui s'appelle Graphab qui permet de modéliser les déplacements et les réseaux écologiques. C'est un outil qui a été développé par l'université Besançon et le laboratoire Théma. Je profite de ce webinaire pour les remercier eux aussi parce qu'ils font un travail qui est exceptionnel. Et c'est un outil qui a été développé dans le cadre de l'appel à recherche ITCOP, qui initialement prévoyait d'axer leur recherche sur l'effet de la fragmentation par les éléments de transport comme les routes, les autoroutes ou les voies de chemin de fer. Et en fait, petit à petit, l'outil est tellement pratique et tellement puissant qu'il a été adapté à d'autres habitats comme la ville et à d'autres recherches, typiquement sur la dispersion des amphibiens pour le développement des trames mi-humides. Comme c'est un outil qui est libre et en open source, c'est un outil qui est open source, donc il n'y a pas d'effet boîte noire. Les manuels sont publiés, l'outil est mis à jour régulièrement. Il y a une nouvelle version qui est sortie en 2024. Et c'est un outil qui est accepté de plus en plus par les différentes sphères, à la fois par la recherche, par les associations, les villes, les collectivités, et qui a beaucoup d'applications opérationnelles. Donc on peut faire des démarches ERC, des créations d'habitats de corridors, des cartographies des trames. Donc c'est un outil qui est très pratique. Euh, pour ce qui est des milieux humides, donc on a développé une approche centrée uniquement sur la biodiversité qu'on pouvait trouver au moins dans des milieux humides urbains et périurbains, en ne sélectionnant pas des espèces, on va dire, de la biodiversité anthropisée. Là, j'ai mis une image de ragondin ou d'une biodiversité patrimoniale. Donc là, c'est pas vraiment les enjeux dans les milieux, on va dire, un peu dégradés que sont les villes. Donc on a décidé de travailler sur deux sous-trames. Une sous-trame des milieux ouverts, typique par exemple des prairies humides, et une sous-trame d'interface entre des milieux fermés et humides, comme par exemple les ripisylves. On a décidé de modéliser les déplacements et les réseaux écologiques de plusieurs guildes d'espèces, à la fois des espèces biphasiques, donc typiquement comme les amphibiens, qui ont besoin d'une alternance stricte entre des milieux humides comme mares et des milieux humides terrestres, et des espèces qui sont un peu plus tolérantes, qui n'ont pas besoin de cette alternance stricte. On a modélisé des espèces qui ont des dispersions différentes ou des capacités de dispersion différentes, petites, moyennes et grandes, ce qui nous donne 8 guildes d'espèces. Et donc, l'indicateur qu'on a réalisé, il se base aujourd'hui sur les connaissances qu'on a sur plus de 50 espèces. Voilà, je vous ai mis quelques exemples d'espèces qu'on a modélisées. Par exemple, le triton palmé pour les espèces terrestres des milieux fermés à capacité de dispersion faible. Euh, le Colopteryx vierge pour les espèces volantes de mares et milieux boisés à capacité de dispersion moyenne. Mais je ne vais pas revenir sur ce tableau détaillé et passer espèce par espèce, mais
C'est un petit peu pour vous montrer les exemples d'espèces qu'on a dans nos modèles. Donc je reviens un petit peu sur qu'est-ce que le multi-habitat et qu'est-ce qu'il permet. Ça a été une des grandes nouveautés de la dernière version qu'a proposé Grafab et donc qui a permis de créer plusieurs types de réseaux écologiques. Des réseaux écologiques pour les espèces qui ont besoin de cette alternance stricte entre mares et forêts ou prairies humides et des réseaux pour des espèces non biphasiques plus tolérantes qui donc n'ont pas forcément besoin de cette alternance. Et donc on s'est basé dessus pour créer notre indicateur. Comme l'a dit Hervé en introduction, on a aussi fait évoluer notre cartographie et donc on a utilisé plusieurs données pour caractériser, on va dire, le caractère humide des habitats, à la fois les données de mare de la SNPN qui a une sorte de base de données, on va dire, participative de l'état des mares en Île-de-France et les données des zones humides potentielles fournies par la DRIAT. On a procédé à des croisements avec les habitats forestiers et de prairies pour identifier les forêts et prairies qui ont un caractère humide. Et on a aussi sélectionné les bords de lacs et d'étangs avec un tampon interne de 50 mètres. Il nous a semblé être, avec discussion de notre comité scientifique, euh, un habitat qui pourrait être intéressant pour les espèces de ces milieux-là. Une fois qu'on a réalisé l'adaptation de notre carte d'occupation du sol, donc on a utilisé Grafable pour réaliser cette modélisation et on a calculé plusieurs métriques de connectivité qui permettent de caractériser les réseaux. L'indicateur de flux qui est plutôt lié à la taille des habitats et au flux qu'émettent cet habitat et la centralité intermédiaire qui permet d'identifier, on va dire, les éléments les plus importants d'un réseau, typiquement un hub, comme par exemple peut l'être Châtelet pour le réseau de métro parisien. Une fois qu'on a réalisé cette opération, on fait ce qu'on appelle une interpolation, c'est-à-dire on caractérise l'ensemble du paysage par une valeur de connectivité, c'est-à-dire ça permet de lisser les valeurs sur l'ensemble de notre zone d'étude et on réalise une moyenne de toutes ces interpolations, puisqu'en fait, on a une interpolation par espèce qu'on a modélisée ou par guilde d'espèces. Et donc, on se retrouve avec 16 interpolations ou 8 interpolations pour chaque métrique. Une fois qu'on a réalisé ça, on obtient donc l'indicateur de trame mi-humide, donc qui est la moyenne des interpolations, et on vient l'appliquer aux parcelles cadastrales pour essayer d'évaluer l'importance de chaque lot immobilier dans justement cette trame des mi-humides. On note les parcelles cadastrales de 20% en 20% selon leurs importances. Et donc, les parcelles qui sont notées ici sur la carte de Chaville, en A, donc en bleu foncé, sont les parcelles qui ont un potentiel le plus important pour participer au réseau des mi-humides. Ça veut dire que c'est des lots. Si par exemple, on souhaite créer des nouvelles mares ou créer des nouvelles forêts de type humide, c'est dans ces zones-là qu'il est le plus intéressant de les implanter. Euh, les zones E sont quant à elles des zones qui sont plus éloignées du réseau, mais c'est-à-dire que s'il y a une création de mare dans une zone qui est en E, ça veut dire que ça a moins d'effet sur les réseaux de mares, mais ça peut aussi avoir un sens d'un point de vue politique, si on veut implanter une mare ici pour créer un îlot de fraîcheur. Donc, ça permet d'orienter, on va dire, les choix de la collectivité. Alors justement, entre A et E, il y a un gradient qui va de B, C et D qui permet justement d'avoir différents choix. Ce qu'on caractérise souvent, c'est que les parcelles cadastrales qui sont en A et B, c'est justement les parcelles qui ont le plus d'importance. Les parcelles C, c'est des parcelles, on va dire, intermédiaires dans les réseaux de milieux humides. Et DE, c'est comme je vous le disais, des parcelles où on va dire l'importance en termes de connectivité et de réseau de milieu humide est la moins importante. Cette carte de l'eau, finalement, c'est le produit fini, mais ce produit-là, il est aussi découpé en sous-trames, puisque je vous ai détaillé qu'on travaillait sur plusieurs sous-trames. Donc, on a un indicateur par sous-trame pour les milieux boisés et pour les milieux ouverts. Et la moyenne de ces deux indicateurs nous permet d'avoir l'indicateur de potentiel de connectivité globale. Et chacune de ces cartes a finalement son importance et un niveau de précision plus élevé que la carte par lot qui, elle, permet on va dire,
d'avoir une synthèse des différents enjeux, mais ça peut être intéressant pour une collectivité d'avoir un zoom sur une des sous-trames pour apporter plus de finesse à l'analyse. Donc ça, c'est l'indicateur global de connectivité, donc la moyenne des indicateurs par sous-trame. Typiquement, sur la ville de Chaville, on voit que les éléments qui ont une importance sont situés au sud-est et au nord-ouest, qui sont finalement des zones humides, des zones assez humides et forestières. Donc ça peut aider à implanter soit des mares, des étangs ou des forêts humides et des prairies humides. Ça, c'est des zooms sur les cartes et les indicateurs par sous-trame. Et on voit bien que finalement, les enjeux pour ces deux sous-trames sont bien différents sur la commune de Chaville. Même s'ils se localisent au même endroit, ça peut orienter le choix de la collectivité si elle préfère plutôt s'orienter vers la création d'un milieu ouvert ou d'un milieu boisé. Ce qu'on a pu voir avec le partenariat avec les collectivités, c'est que ces cartes-là, elles coïncident aussi beaucoup avec des anciens rues ou des éléments humides qui ont été enterrés. Et donc, ça permet de retrouver des endroits humides que les cartographies des collectivités n'ont souvent pas ou plus ou en mémoire. Cette approche, elle se complète avec d'autres approches qui ont été développées par ARPAS France. On a eu l'occasion de faire un petit déjeuner en novembre sur le premier, c'est l'indicateur de l'eau sur les trames vertes. Donc en fait, on procède exactement de la même manière, mais pour les éléments végétalisés et non humides. Et donc on est capable aussi de classer les lots selon leur potentiel d'importance pour les trames vertes. Ici, c'est la ville de Gennevilliers qui est une de nos collectivités partenaires. On avait pu observer un axe nord-sud et un axe ouest-est. Et pour compléter cette approche de milieu humide, on a aussi développé cette année un indicateur de pollution lumineuse, donc de trame noire, où en fait on caractérise les éléments qui sont les plus importants pour la trame verte en termes de connectivité et on vient le comparer avec des cartes de pollution lumineuse. Et on vient comme ça identifier les zones qui ont le plus d'importance pour les trames vertes et qui sont les plus exposées à une pollution, ce qui permet d'avoir un plan d'action assez rapidement opérationnalisable pour une collectivité. On réalise aussi la même analyse avec les pollutions sonores, où on a utilisé les données de bruit par IF pour réaliser ces cartographies-là. Et on identifie exactement comme pour la trame noire, les zones qui ont le plus d'importance pour la trame verte et qui sont le plus exposées à des pollutions sonores. Je vais maintenant laisser la parole à Hervé pour vous présenter les différentes façons d'opérationnaliser cette approche des trames mi-humides. Merci Tanguy. Donc, on avait souhaité vous présenter trois approches de mise en œuvre à partir de ces cartes. Alors, il y a une question qui a été posée. Ces cartes, l'objectif que nous avons sur ces cartes, c'est de rendre ces cartes disponibles rapidement et instantanément. Donc, ceci est en cours de finalisation pour la région Île-de-France, en particulier sur les trames vertes. Tanguy est en train de finaliser aussi pour les parties tram milieu humide. Et Tanguy va travailler cette année sur l'extension des approches que nous développons au niveau de la France. Donc, il faudra qu'on sera capable de fournir aux villes et aux métropoles des jeux de cartes instantanément, leur permettant de travailler sur ces approches. Et nous avons aussi, donc, avec les villes, les collectivités partenaires, travaillé sur comment finalement, à partir de ces cartes qu'on avait développées il y a 2 ans sur les trames vertes, comment et pourquoi et de quelle manière les utiliser. Donc, on avait 3 exemples à vous montrer, à la fois sur les notions de stratégie urbaine, sur des notions de prise en compte des milieux humides, et prise en compte simple et rapide des milieux humides dans les projets immobiliers ou dans les aménagements urbains. Et Tanguy vous précisera aussi les approches que nous développons pour les démarches ERC. Alors, sur le premier aspect qui est sur les stratégies urbaines de Tramilieu, je vais reprendre l'exemple de Chaville. Donc, comme c'était indiqué à Chaville,
on a été capable de définir les zones et leur importance, que ce soit en milieu boisé ou en milieu herbacé humide. Donc, nous avons pu établir ces éléments qui correspondent aussi au diagnostic que faisait la ville de Chaville avec l'Office des forêts, avec les différentes associations. Nos cartes rejoignaient bien les sensibilités et les analyses et les rapports qui avaient été faits à ce sujet. Ce qui permet de déboucher sur une carte, Tanguy, sur une carte, la carte donc de Chaville, où on voit bien que l'on a au nord une zone très bleue, au sud une autre zone très bleue, on a en lisière des forêts, des zones aussi significatives sur le sujet. J'en profite pour faire une remarque. Oui, voilà, les zones très bleues, et voilà, très bleu et tout autour. J'en profite pour faire une remarque. Alors, c'est une discussion que nous avons eue avec toutes les collectivités locales. La carte indique les zones qui sont prioritairement intéressantes pour développer les trames milieux humides. C'est-à-dire, c'est les zones où, grosso modo, un euro d'investissement rapporterait le plus en termes de connectivité si on le fait dans ces zones bleues. Mais ça ne veut pas dire que les actions de milieux humides ne doivent se faire que dans ces zones prioritaires. Ça indique des priorités, mais on peut avoir des arbitrages de choix. Et on a eu plusieurs collectivités où les zones jaunes, qui étaient les zones les moins importantes, correspondaient aussi à des zones qui pouvaient avoir, en termes d'aménité, en termes d'îlots de fraîcheur, une importance pour pouvoir avoir un intérêt à créer des zones de milieux humides. Donc, dans ces cas-là, ben, c'est intéressant parce que ça crée des milieux humides. C'est intéressant par rapport à l'îlot de fraîcheur ou au carbone ou aux aménités. Ça aura un moindre impact en termes de réseau écologique que si on le fait dans les zones bleues. Et ça répond bien sûr, c'était des cartes qui aident à la décision politique, mais la décision politique est souveraine sur les priorités à ce sujet. Alors, cette carte-là que vous voyez est cohérente avec la carte qu'on fait des milieux verts. Voilà. Donc, c'était un peu général, on a trouvé une relative cohérence entre les trames vertes et les trames milieux humides. Donc, ce qui permettait aussi d'avoir une jonction des actions entre les différents plans d'action. Et ceci nous a permis, slide d'après, de rapprocher donc, ces cartes avec on est capable de produire des cartes qui montrent à la fois les zones importantes en termes de trames vertes et les zones importantes en termes de trames milieu humide. Ceci nous a permis, avec Environnement 92, de proposer on restera sur cette slide, mais de proposer à la ville de Chaville, nous avons proposé avec FNME Environnement 92 des cartes, parce qu'eux-mêmes avaient fait des approches tout à fait similaires, de proposer des cartes et des zonages de priorité de la ville de Chaville, qui est aujourd'hui en cours de discussion avec la ville de Chaville pour avoir des traductions opérationnelles. Donc, si on synthétise au niveau de la ville de Chaville, on a finalement trois zones importantes. Une zone importante au sud, la zone 1, qui est une zone d'étangs et de mares, des étangs et des mares qui existent déjà dans cette zone-là et qui peuvent être en appui, soit avec les réseaux milieux humides des forêts, la forêt à côté, soit avec les réseaux et milieux humides des villes, des communes au sud de Chaville. Et puis on a les zones 2, donc, qui sont essentiellement des zones de bords forestiers, qui peuvent être des zones d'appui sur comment dire, d'appui sur la forêt et ou au nord de la zone 2, ça peut être aussi une zone de travail pour définir une connexion entre les deux forêts et entre les réseaux humides des deux forêts, donc au nord de la ville de Chaville. On a remis, parce que c'est un point qu'on a regardé spécifiquement pour la Chaville, on a redéfini le rue de Marivelle, bon, qui correspond quand même à une zone qui est une zone très urbanisée,
donc, et qui nécessite donc, qui implique finalement une certaine difficulté à mettre en œuvre des politiques de milieu humide. Mais comme le disait très bien Tanguy, sur d'autres villes, on a repéré l'existence et le fait qu'il y avait des zones de milieu humide. Et on a même une collectivité qui nous a dit, mais si on avait eu cette carte, il y a eu deux projets qui ont été faits dans une zone où nous révélions le fait que ça pouvait être une zone de milieu humide potentiel. Il y a eu deux projets dans cette zone-là qui se sont heurtés au problème que quand on a fait les terrassements, on a vu émerger des milieux humides et donc des difficultés de construction. Voilà. Donc c'est pour montrer aussi que ces cartes écologiques peuvent aussi bien se concilier avec des réflexions urbanistiques et d'aménagement. Et donc permettent aussi de définir des zones spécifiques d'action. Ce que je veux vous montrer ensuite, c'est que nous avons travaillé avec la ville de Chaville sur comment appliquer finalement, donc il y a un PLUI qui est en cours dans la communauté de communes dont Chaville fait partie, GPSO, et donc nous avons indiqué dans les différentes mesures de l'OAP tram écologique, nous avons repéré pour la ville de Chaville à la fois par zone quelles étaient les mesures prévues par l'AOP qui nous semblaient être très pertinentes pour ces zones-là, voire même à les utiliser au-delà des zonages prévus par l'OAP, et de voir si dans ces zones-là, les mesures prévues pour l'AOP pour les milieux humides ne pouvaient pas être étendues au-delà du zonage défini par l'OAP. Donc, si je prends en dessous, par exemple, il est sûrement intéressant que la ville de Chaville réalise une étude spécifique dans cette zone pour faire un diagnostic milieu humide de cette zone et définir des préconisations sur cette zone-là. Slide d'après, on a toutes les mesures sur les milieux qui sont de bord de forêt où on peut prévoir à la fois pour les nouvelles installations ou les rénovations la mise en œuvre et ou l'étude de la mise en œuvre de mesures, par exemple d'étudier lorsque je réaménage une zone s'il est pertinent ou non de mettre une mare ou une mare temporaire ou une nouveau usagère ou des bassins de pluie. Donc, par exemple, c'est la mesure 2.1.1 et d'indiquer peut-être que ces zones-là, puisque la ville de Chaville est dotée d'une charte d'urbanisme, de voir si on ne préconise pas ou on ne facilite pas la mise en œuvre d'actions de ce type. Slide d'après, s'il te plaît, Tanguy. Pareil, donc sur le rue de Manivelle, on a regardé comment on pouvait mettre en œuvre. Donc cette carte-là permet en termes de stratégie rapidement de définir des zones de priorité et donc des zones de priorité d'action, voire dans certains cas de subventions. Je cite toujours l'exemple de la métropole de Lyon qui a mis en place un système de subventions qui permet dans les zones qu'elle considère prioritaires en termes écologiques de mettre en place des subventions lors de la création de mares. Ces subventions avec l'agence de Lyon, l'agence de l'eau qui œuvre sur Lyon, permet de payer les travaux de création de mares, par exemple, ceci dans les zones que la métropole de Lyon a considérées comme prioritaires en termes de réseau écologique et après validation par des associations spécialisées sur ces questions. Donc, ça, une première chose, c'est de définir des priorités. Ah oui, je parle toujours un peu vite là, là je me suis un peu étendu. Deuxième action, c'est le fait de pouvoir, donc c'était important, et je tiens à remercier CDC Habitat nous avons établi avec CDC Habitat, à partir du travail sur un certain nombre de leurs implantations, nous avons établi avec eux un diagnostic de connectivité écologique. Parce qu'à partir du moment où un site est dans un endroit important en termes de connectivité, en particulier en termes de connectivité écologique, comment on repère que c'est important et comment on définit rapidement et simplement des actions qui peuvent être menées sur un site en particulier pour favoriser la connectivité écologique. Donc, si on regarde slide d'après, euh, euh, donc vous retrouvez, alors j'aurais besoin de ton pointeur, Tanguy, vous retrouvez la ville de Chaville, donc on a fait, et vous avez le site qui est étudié, qui est là, voilà, le site est là, donc c'est en carré rouge.
qui vous indique le site de la résidence du château Saint-Paul, qui donc est présent sur la ville de Chaville à ce niveau-là. Slide d'après, vous retrouvez donc, on fait un diagnostic et très rapidement, on établit une fiche par site qui indique est-ce que cette zone est une zone de priorité ou non en termes de trame, d'importance potentielle, plus exactement, d'importance potentielle ou non en termes de trame verte. Donc c'est une zone qui est E. Par contre, c'est une zone qui est de type C. Alors C, c'est si vous vous rappelez la notation qu'a nous a montré Tanguy, c'est entre peu important et très important. Voilà, c'est des dilemmes si on prend des analyses stratégiques. Avec aussi, donc on est capable de montrer que la priorité dans cette zone est une priorité de milieu boisé et que c'est aussi une zone qui est, en termes d'impact de pollution, relativement impactée en termes de pollution lumineuse et sonore. Pas fortement, mais relativement impactée en termes de pollution modérée et sonore. Et ça permet aussi de concevoir des actions soit sur pollution lumineuse, soit de bruit, pour pouvoir asseoir le potentiel de connectivité écologique du milieu humide de ce site. Et puis, vous avez une synthèse en termes de connectivité avec, aujourd'hui aussi, on a comment dire, travailler sur la partie terrestre et la partie aérienne, puisque comme on est en milieu humide, il est évident que la connectivité aérienne, en particulier des espèces d'oiseaux, d'avifaune, est plus facile à réaliser en milieu urbain que la connectivité terrestre qui se heurte aux routes, aux propriétés, etc. Et donc, Ouais, si on reprend... Oui, vas-y. ça permet typiquement d'axer les idées d'action en fonction des guildes. Aussi, exactement. Donc ça, c'est une fiche synthétique qu'on obtient sur le sujet, avec après, slide après, la possibilité donc de traduire ça. Donc on vous montre sur les trames écologiques vertes comment le site peut jouer un rôle. Donc là, c'est un rôle fin, mais c'est un rôle de pas japonais potentiel que pourrait avoir ce site. Et slide d'après, on a donc la même chose au niveau des trames milieu humide. Et grosso modo, le site est situé dans un endroit où il peut jouer un rôle de support, soit par rapport à la zone sud de Chaville, qui est un lieu qui nous paraît un spot important en termes de milieu humide pour la ville de Chaville. D'ailleurs, des actions ont été menées de la ville de Chaville sur cette zone-là. Et donc, le site peut jouer un rôle de support sur le sujet. Et à partir de là, on peut définir des actions et voir au niveau du site si des actions de création de mares, de noues paysagères, voir, slide d'après, s'il te plaît. Donc, vous avez le détail, le zoom sur le site lui-même. Et vous avez slide d'après, s'il te plaît, Tanguy. Vous avez après la possibilité, donc, la possibilité de travailler sur un certain nombre de mesures de type milieu humide et de voir au niveau du site. Donc, nous faisons des préconisations site par site où on est capable de dire, mais vous pouvez implanter ça, vous pouvez mettre une noue végétalisée là, travailler sur tout ce qui est perméabilité des barrières sur le sujet, et ça nous permet très rapidement de proposer des mesures sur le site, et en particulier sur des notions de trame milieu humide. Tanguy, je te passe la parole pour indiquer comment on peut travailler ça par rapport aux démarches éviter, réduire, compenser, milieu humide. Merci beaucoup, Hervé. J'étais Oui, un en peu effet, long, je pense excuse-moi. la démarche qu'on a développée, elle peut très facilement s'intégrer dans une démarche ERC, donc qui correspond aux démarches éviter et réduire, compenser pour les milieux humides, puisque cette démarche-là, elle peut par exemple permettre justement de mesurer l'impact de certains projets et d'essayer de les déplacer pour éviter ou pour changer la disposition d'un projet, ce qui permettrait une réduction des impacts. Donc typiquement là, en fait, il y a une nouvelle approche qui s'est développée cette année, donc MitiConnect, qui a été développée par l'OFB, le Centre de ressources Trame Verte et Bleu et l'INRAE, qui utilise les méthodes de modélisation qu'on utilise pour créer l'indicateur et qui permettent de mesurer selon plusieurs scénarios pour un même projet, comment est-ce qu'on peut justement éviter ou réduire les impacts.
et ou les compenser par certaines actions, typiquement la création de mares, la création de noues paysagères. Et c'est justement, euh, et c'est justement dans ce genre de cadre que nos cartes, elles peuvent aider. Et l'approche Midi-Connect peut aider à mesurer cet évitement et la réduction. C'est une approche qu'on a développée et utilisée dans la ville de Saint-Germain, notamment pour la trame verte, mais c'est quelque chose qu'on peut rapidement faire pour la trame des milieux humides. Donc pour la ville de Saint-Germain, on a pris plusieurs projets et selon leur plan masse, on a évalué l'impact du projet en termes positifs ou négatifs en fonction du nombre d'espaces verts. Là, c'est l'impact positif qu'a un projet à côté de la ville de Saint-Germain sur la sous-trame forestière, où on voit que le projet, il sert de relais et que sur sa zone sud-est, on voit, on va dire, un impact positif des espaces verts du projet en termes de relais sur, on va dire, la zone aux alentours du projet, sur cette espèce de coulée verte qu'on observe. Et dans le cadre de compensation, l'indicateur qu'on a développé et la carte par lot peuvent être très utiles parce que ça peut justement nous aiguiller en amont sur typiquement le choix du site. Donc là, on revient sur l'exemple de Chaville, mais dans le cadre où on voudrait faire une opération de compensation ou bien seulement une opération de création de mares, on sait déjà au niveau des zones et des parcelles où est-ce qu'il faudrait prioriser l'action d'une création de mare. Donc ça serait sur la zone sud-est au niveau des parcelles cadastrales ou nord-ouest. Alors cette analyse des lots, on peut aussi l'étendre sur la forêt pour essayer de mesurer dans la forêt où est-ce qu'il faudrait, où est-ce que ça serait la meilleure zone pour créer une mare. Je vais maintenant laisser la parole à Hervé, on t'entend plus? Oui, Tanguy, excuse-moi. Et ça permet aussi l'approche qu'on développe là. On a aujourd'hui une faiblesse pour caractériser la notion de connectivité écologique sur les démarches ERC. Et donc là, on a un vrai moyen de répondre à cet aspect-là. Tu l'as déjà dit, mais j'insiste sur le côté T'as novateur raison. que ça permet avec une démarche qui est toujours difficile de connectivité écologique. Et on a la chance aussi que ça a été travaillé avec l'OFB et l'INRAE. Donc on a un support scientifique et technique sur le sujet. Donc, on a longtemps eu du mal à répondre à cette question, les démarches ERC, et on a maintenant des moyens de répondre et de commencer à répondre à cette question. Faut toujours être un peu humble sur le sujet, sur Tesla. Et je crois que je coupais. Toutes les approches qu'on a présentées là avec Hervé, c'est les approches de R&D, on va dire, qu'on est en train d'essayer d'industrialiser et d'opérationnaliser. Et on va en profiter pour passer la parole à des aspects qui sont beaucoup plus opérationnels et on va dire que Gondwana fait tous les jours. On va laisser la parole à Alice Mine. Bonjour à tous, merci Tanguy, merci Hervé. Effectivement, d'un point de vue opérationnel, chez Gondwana, on accompagne donc les maîtrises d'ouvrage pour éviter et réduire les impacts sur les milieux humides et les zones humides. Donc là, par exemple, je vous ai mis l'exemple d'un projet de réhabilitation d'un château et de ses espaces verts, où on a été mobilisé sur plusieurs aspects liés au milieu humide. On a d'abord réalisé un état initial de la faune et de la flore en orientant nos prospections aux périodes propices d'observation des espèces des milieux humides. On a aussi orienté les protocoles pour favoriser la détection de ces espèces. Et on a ensuite accompagné la maîtrise d'ouvrage dans la mise en place de la séquence ERC. Euh, on a aussi réalisé un diagnostic de zone humide sur les critères pédologiques et floristiques, comme décrit dans l'arrêté du 24 juin 2008. Et aucune zone humide n'avait été recensée. En revanche, la présence de bassins et d'espèces d'amphibiens a nécessité la mise en place justement d'une séquence ERC pour éviter, réduire, et dans ce cas-là pas compenser, mais les impacts sur ces espèces. Donc pour ce qui est des mesures d'évitement, on a tout d'abord observé au niveau de la conception du plan masse l'évitement des bassins pour les opérations d'aménagement. Et on a ensuite évité le risque d'écrasement de ces individus en mettant en place des écoducs sous les zones carrossables, qu'on appelle des crapoducs, pour permettre aux espèces de circuler librement sans être écrasées finalement. La mise en place de ces mesures, elles sont ensuite surveillées par des suivis protocolaires en phase d'exploitation. Et après, on peut aussi intervenir sur des opérations plus ponctuelles, comme la réalisation de pêche de sauvegarde, le conseil aussi pour améliorer la fonctionnalité des milieux humides,
ou même l'aménagement. Et enfin, la mise en place de suivi protocolé et spécifique à certaines espèces, comme le protocole POP amphibien. Oui, et Merci. pour nous, c'est très important, c'est-à-dire que nos approches cartographiques sont validées par des approches terrain, par des diagnostics naturalistes, etc. Donc, en particulier, nos approches sur Chaville ont été validées par Alice, qui a la chance d'être chavilloise. Mais voilà, donc, mais pour nous, c'est très important de dire que les cartographies que nous proposons permettent de rapidement définir des priorités, mais entraînent aussi, pour validation et pour travail complémentaire, l'intérêt et la nécessité de réaliser des études faune-flore détaillées et avancées pour à la fois valider les approches cartographiques et préciser les actions de mise en œuvre. Merci beaucoup pour cette approche enfin pour cette description. Ça permet, je pense, d'avoir une bonne vision globale de tout ce que peut faire Gondwana sur les milieux humides, tant en termes opérationnels. N'hésitez pas à recontacter Alice Magne et en termes de R&D avec ce qu'on peut faire sur l'indicateur et les nouveaux outils cartographiques. Euh, hum, Juste un petit détail pour vous présenter les prochains événements qu'on fera, notamment sur les sujets R&D. On va faire un autre webinaire le 18 mars 2025 sur justement les questions de pollution lumineuse et de pollution sonore sur les trames vertes. On publiera très bientôt des invitations, vous pourrez vous inscrire. Voilà. Et Ce qui permet de répondre à une question qui nous était posée ça sur permet totalement de répondre. comment on fait Ça les permet pollutions lumineuses. Rendez-vous le 6 exactement. mars pour vous donner les éléments. Et de même, je crois qu'on vous a indiqué sur quelle base, sur les sources fiables pour identifier une présence potentielle. Il faut voir que c'est à partir des données réglementaires que nous avons fait nos cartes et des modes d'occupation du sol. C'est à partir de ça, en faisant tourner nos approches de simulation, que l'on peut repérer des présences potentielles de zones humides. Tu as compris, qui était une question qui nous est posée. Oui. On peut aussi répondre à la question d'Elie qui demande combien de temps ça nous prend pour réaliser les cartographies pour un territoire. Alors, il y a plusieurs cartographies qu'on réalise. Premièrement, la cartographie d'occupation du sol. Donc, celle-ci, en fait, bon, elle est automatisée chez nous, donc elle est disponible partout pour l'instant en Île-de-France. Donc, déjà, on peut la fournir. Et cette cartographie-là, donc d'occupation du sol, elle permet la modélisation des réseaux écologiques. On peut la faire assez rapidement pour, on va dire, ce qui est de l'ordre de petits territoires comme des communes ou des intercos. Aujourd'hui, on est en train on va dire, de procéder à son application à l'échelle de l'Île-de-France pour les réseaux de mi-humide. Je pense que ça sera fait courant T1 et T2. Et donc, on pourra proposer en milieu d'année 2025 la mise à disposition de certaines cartes sur les mi-humides. Donc je crois que tu as déjà répondu, Hervé, à la question sur les sources les plus fiables pour identifier la présence potentielle de zones humides. Je reprécise que du coup, on utilise une source qui est la SNPN, qui en fait a une base de données participative sur les mares d'Île-de-France. Et d'ailleurs, qu'on remercie encore parce que c'est une base de données qui est très qualitative. Et on utilise donc la présence de zones humides, qui est une donnée issue de la Dryad, donc comme l'a dit Hervé, une donnée réglementaire, qui se détaille en quatre catégories, A, B, C, D et E, A, B, C, D, et D étant le réseau hydrographique. Et nous, on sélectionne les zones A et B, qui sont des zones avec zone humide avérée ou zone humide très probable. Donc on sait que qu'on a une forte probabilité de chance que quand ça recoupe avec des habitats de type forestier ou prairie, que c'est bien en effet des habitats qui sont typiquement humides. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec beaucoup de collectivités qui nous ont dit que ça matchait assez bien avec des cartographies d'anciens rues ou des zones qui sont partiellement humides, typiquement à Aulnay sur les bords d'autoroute. On a eu la confirmation des équipes que nos cartographies avaient retrouvé et matché bien avec leurs cartes, on va dire, du réseau hydrographique assez fin. Donc voilà comment on procède. Euh, Après, il y a des questions sur la partie compensation, mais là, je dirais que les cartes aident à définir éventuellement des zones et des endroits de compensation. Après, il y a tout le processus à la fois réglementaire et politique
qui est à actionner. Les cartes ne sont que des outils d'aide à la décision, mais ce n'est pas des outils qui décident sur le sujet. Et après, Et il enfin, il y a faudra une que le dernière reste, c'est les question données sur, du boss. Oui. il y a enfin une dernière question sur la façon dont on peut prioriser les zones en fonction du gain de connectivité. Donc, bien sûr, là, les cartes de l'eau qu'on présente des mi-humides, c'est des cartes, on va dire, de gain potentiel et de priorisation. Donc, c'est bien ça l'objectif. Euh, Ça mesure, on va dire, la distance au réseau d'une parcelle. Donc, en effet, les parcelles qui sont notées A ou B, c'est les parcelles qui permettraient le gain de connectivité le plus fort parce qu'elles permettraient un relais par leur proximité au réseau. Mais bien évidemment, si on veut créer, si on est dans une démarche où on peut créer plusieurs mares ou plusieurs zones humides, on peut ne pas que construire dans une zone A et créer, on va dire, des ponts entre plusieurs grosses tâches de réseau de mares. Typiquement, à Chaville, on voit qu'il y a une énorme zone au nord-ouest et une énorme zone au sud-est. Il pourrait y avoir une réflexion de la collectivité pour essayer de relier ces zones. Mm. Voilà. Et alors, l'autre chose à dire, c'est que naturellement, c'est une carte de continuité de milieu écologique, mais qui doit faire l'objet après d'une décision par les politiques, parce que c'est une carte qui regarde la ville avec un regard très particulier, et il faut le compléter par les notions d'îlot de fraîcheur, par le développement économique, par la notion de vie des quartiers, etc. Donc, c'est un des éléments de la prise de décision, et ça doit toujours être des cartes qui soient validées par un processus politique. C'est un point sur lequel nous insistons beaucoup. Et nous ne croyons pas à des cartes qui disent c'est ça, et hop, à partir de là, on en déduit les réalisations. Ça doit faire l'objet de démarches de concertation, d'information, de prise en compte d'autres enjeux pour être réellement efficace. Bon, ben écoutez, on a dépassé un petit quart d'heure de notre temps qu'on avait prévu. Je, Je crois qu'on va vous saluer et vous remercier de votre intérêt. Je te laisse, Tanguy, terminer. je reprécise encore une fois, si vous êtes intéressé par nos approches trame noire et trame blanche, qu'on les présentera en webinaire le Le 18 18 mars. mars. Et merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Là, normalement, je partage encore mon écran. Vous voyez nos informations à Hervé et à moi, nos adresses mail et nos numéros de téléphone. Et si vous avez des questions sur ce que peut faire Gondwana d'un point de vue plus opérationnel, je relayerai vos demandes à Alice Magne. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et bonne journée. Merci bien. Au revoir. Au revoir.